Joshua Phillips était un adolescent américain de 14 ans. Sa vie était loin d'être facile, il devait grandir avec un père violent mais aussi alcoolique. Malgré tout, il restait un garçon calme et souriant, très aimé par ses professeurs. Mais voilà, un beau jour, il va sembler se faire rattraper par son côté obscur et il va alors commettre l'impensable. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Joshua Phillips, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire assez particulière parce qu'ici, on va pas spécialement prendre le point de vue de la victime, mais plutôt le point de vue de l'assassin. Je fais rarement ça, mais dans ce cas-ci, ce point de vue me semblait plus intéressant, donc vous me direz ce que vous en pensez. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et à présent, ne perdons plus de temps et lançons-nous dans cette triste affaire. Joshua Earl Patrick Phillips est né le 17 mars 1984 aux États-Unis, dans la ville de Allentown, dans l'État de la Pennsylvanie. Il a alors grandi avec son père, Steve, ainsi qu'avec sa mère, Melissa Phillips, mais également avec ses demi-frères, Daniel et Benji, qui étaient plus âgés que lui et avec qui il partageait le même père. Mais bon, il voyait ses frères assez souvent quand même, parce qu'il y avait une garde partagée entre leur mère et leur père, donc il n'était pas tout le temps avec eux, mais c'est vrai qu'ils avaient une place importante dans sa vie. Par contre, et malheureusement, Joshua a eu une enfance assez compliquée. Steve, son père, était toxicomane et alcoolique, ce qui le rendait violent, que ce soit envers lui ou envers sa mère Melissa. D'ailleurs, Josh et sa mère avaient tous les deux déclaré plus tard avoir très peur de lui. Steve était le genre de père à imposer des règles assez strictes. Par exemple, il se mettait en colère si Josh invitait d'autres enfants à la maison quand il n'était pas présent et il détestait particulièrement les petites filles. D'ailleurs, Melissa, donc sa femme, dira plus tard ne jamais réellement avoir compris pourquoi son mari détestait autant les filles. Donc voilà, autant vous dire que le climat familial était assez spécial. Mais bon, la famille va prendre un nouveau départ lorsque Steve, donc le père, va prendre la décision de déménager toute sa famille dans la ville de Lehigh Valley, toujours dans l'état de la Pennsylvanie. Pour Josh, ça n'a évidemment pas été un départ facile parce qu'à cause de ça, il a dû changer d'école, dire au revoir à ses amis, mais surtout, il a été séparé de ses deux demi-frères dont il était quand même très proche. Mais bon, au final, c'est vrai que Josh s'est adapté rapidement à sa nouvelle vie. À ce moment-là, il commençait tout juste à entrer dans l'adolescence et malgré toutes les difficultés qu'il avait eues dans sa vie, eh bien, Josh restait un garçon très gentil. Ses voisins l'ont d'ailleurs décrit comme un garçon calme et très amical. Et il était également très apprécié à l'école, que ce soit par ses professeurs, mais aussi par les élèves. Josh avait en soi l'air d'un garçon totalement normal, et en soi, sa famille avait l'air tout à fait banale. Personne n'avait vraiment l'air de se douter qu'en réalité, Josh et sa mère vivaient dans la peur de Steve, le père de famille. Mais à présent, on va se plonger dans la journée du mardi 3 novembre 1998. À ce moment-là, Josh avait 14 ans et ce jour-là, il se trouvait seul à la maison. On était en plein automne mais il faisait beau dehors, alors Josh avait décidé de jouer au baseball dans la cour avant de sa maison. Il jouait seul, mais à un moment donné, sa voisine qui habitait juste en face va venir le voir et va alors lui demander si elle pouvait jouer avec lui. Il s'agissait d'une petite fille de seulement 8 ans qui s'appelait Maddie Clifton. Bon, là Joshua s'est retrouvé dans une situation assez compliquée parce qu'il savait qu'il n'avait pas le droit d'inviter d'autres enfants à la maison quand ses parents n'étaient pas là, d'autant plus une petite fille parce que rappelez-vous, son père avait une haine envers les petites filles. Mais bon, il a pesé les pour et les contre et il a quand même accepté en se disant qu'il n'invitait pas Maddie dans sa maison, il jouait dehors, dans le jardin, donc en soi, ça allait. Malheureusement, ce qui devait être une après-midi de jeu entre voisins va vite se transformer en quelque chose de sinistre.
Voilà ce qu'on sait selon ce que Joshua a raconté par la suite. En fait, alors qu'il jouait au baseball avec Maddie, eh bien Joshua lui aurait accidentellement envoyé la balle dans l'œil, ce qui aurait alors fait saigner Maddie. Elle se serait mise à pleurer, elle aurait crié et immédiatement Joshua a réalisé que non seulement il allait avoir des ennuis pour l'avoir blessée, mais surtout qu'à présent ses parents allaient savoir qu'il avait désobéi. Ils sauront qu'il avait joué avec un autre enfant et en plus de ça, une fille. Toujours selon les dires de Joshua, à ce moment-là, il aurait totalement paniqué, surtout qu'il savait que son père n'allait pas tarder à rentrer à la maison. Il avait évidemment très peur de la réaction de son père et savait qu'en plus de se faire crier dessus, eh bien, il allait potentiellement se faire frapper et peut-être même que sa mère en ferait elle aussi les frais. Donc là, au lieu de laisser Maddie rentrer chez elle pour se faire soigner par ses parents, Joshua a décidé d'emmener Maddie de force dans sa maison, peut-être pour essayer de s'occuper lui-même de sa blessure ou pour lui demander de ne rien dire. Je ne sais pas vraiment pourquoi Joshua l'a traîné, c'est que des suppositions. Lui non plus n'a pas vraiment détaillé la chose. Par contre, Joshua dira quand même qu'à ce moment-là, en traînant Maddie à l'intérieur de sa maison, bon, c'est son récit à lui, donc je peux pas vous affirmer que c'est réellement ce qu'il s'est passé, mais dans sa version des faits, on sous-entend donc que dans cet acte violent qu'était de prendre Maddie pour la ramener à l'intérieur, elle en aurait perdu son pantalon. Mais en tout cas, à ce moment-là, Maddie a commencé à crier de plus en plus fort. Le plan de Joshua pour essayer de s'occuper de tout lui-même semblait au final empirer la situation, et Maddie avait même l'air de comprendre que la situation était étrange. À ce moment-là, Joshua a su qu'il pourrait plus arranger la situation, que Maddie allait tout raconter, qu'il avait été trop loin. Donc, une fois que Maddie était à la maison, à l'abri de tous les regards, Joshua l'a frappée violemment et à plusieurs reprises avec sa batte de baseball. Et puis, lorsqu'il a vu que Maddie ne bougeait plus du tout, il l'a traînée jusqu'à sa chambre et l'a cachée sous son matelas à eau. Quelques minutes plus tard, Steven, son papa, est rentré à la maison. Et Joshua a un petit peu parlé avec lui, il a échangé quelques banalités avant de retourner dans sa chambre. Une fois arrivé dans sa chambre, il a fermé la porte et c'est là qu'il a entendu des petits bruits. Il s'agissait de petits gémissements qui venaient directement de sous son matelas et il a alors compris que Maddie était toujours en vie. Là, Josh était terrorisé. Il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière encore une fois et il a alors attrapé un Letterman et a utilisé le couteau pour poignarder Maddie. En tout, il l'a poignardée à 7 reprises à la poitrine et lui a également coupé la gorge. À ce moment-là, il était donc sûr que Maddie était décédée. Il a alors replacé son petit corps sous son matelas et a nettoyé le sang qui se trouvait sur le sol. Par la suite, les parents de Maddie, Steve et Sheila Clifton, ont bien évidemment remarqué sa disparition et après l'avoir cherchée dans tout le quartier, à 17 h le jour même, ils ont alors rapporté sa disparition à la police. À partir de là, des enquêteurs mais également des bénévoles ont ratissé tout le quartier pour essayer de retrouver la petite Maddie. Ils l'ont cherchée en tout pendant 6 jours et ont vraiment fouillé tous les moindres recoins. Tout le monde s'y était mis, d'ailleurs même Joshua avait participé à la recherche accompagné de ses parents et avait émis beaucoup d'inquiétudes pour la petite Maddie qui venait de disparaître, cette petite fille de seulement 8 ans. Je le précise, mais évidemment, ses parents n'avaient pas la moindre idée du crime atroce qu'il avait commis. Mais à présent, plongeons-nous dans la journée du 10 novembre 1998. On est donc 7 jours après la disparition de Maddie et cette journée-là, ses parents donnaient une interview télévisée pour essayer de retrouver leur fille. Au même moment, Melissa, donc la mère de Joshua, se trouvait seule à la maison. Joshua était à l'école et Steven, son mari, était lui au travail. Melissa s'occupait donc à faire les tâches ménagères de la maison et puis à un moment donné, elle s'est dit qu'elle allait aller nettoyer la chambre de son fils. Elle avait en fait remarqué qu'il y avait une forte odeur qui provenait de sa chambre, mais il faut savoir que Joshua avait en fait plusieurs oiseaux en cage et donc sa mère s'était naturellement dit que la mauvaise odeur venait des cages mal entretenues. Melissa a alors pénétré dans la chambre de son fils. Elle a changé les cages des oiseaux, a fait un nettoyage en profondeur de la chambre, mais même après ça, elle s'est dit que la mauvaise odeur persistait, ce qui était tout de même un petit peu étrange. Melissa s'est donc arrêtée un moment et elle a tout simplement observé la chambre de son fils
en se demandant d'où pouvait bien provenir cette mauvaise odeur. Et puis d'un coup, elle va remarquer une petite fuite d'eau qui provenait du lit à eau de Joshua. Comme je vous l'ai dit, Joshua dormait sur un matelas rempli d'eau, donc s'il y avait une fuite, ça pouvait libérer une mauvaise odeur. Peut-être que l'eau à l'intérieur était croupie. Effectivement, quand on a un matelas à eau, il faut quand même bien entretenir l'intérieur parce qu'on peut vite avoir des mauvaises odeurs. Donc voilà, elle s'est dit que ça devait être la réponse à cette question de d'où venait cette mauvaise odeur. Melissa a donc retiré les draps qu'il y avait sur le matelas et va alors se rendre compte que Joshua avait déjà essayé de colmater la fuite avec un ruban adhésif. Mais bon, même s'il avait essayé de colmater cette fuite-là, peut-être qu'il y en avait d'autres, il fallait vérifier, et donc Melissa s'est dit qu'elle allait enlever tout le matelas afin de vérifier s'il n'y en avait pas d'autres. Mais c'est à ce moment-là, au moment où elle va retirer le matelas, qu'elle va faire l'horrible découverte. Elle va se retrouver face au corps en décomposition et brutalisé de la petite Maddie, disparue, je le répète, 7 jours auparavant. Depuis tout ce temps, son corps était caché dans le cadre de lit de son fils. Pour Melissa, ça n'avait strictement aucun sens et d'ailleurs, elle est restée quand même quelques minutes devant sa découverte sans bouger tellement elle était en état de choc. Après ça, Melissa a essayé de se ressaisir, elle a essayé d'appeler son mari à plusieurs reprises, mais elle tombait en permanence sur sa boîte vocale. Clairement, elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas attendre que son mari rentre pour faire quelque chose, elle venait de faire la découverte, elle devait réagir immédiatement et elle est donc simplement sortie de chez elle pour se rendre chez ses voisins. La police était déjà présente chez eux pour les recherches et donc Melissa n'a pas perdu de temps pour leur raconter ce qu'elle venait de découvrir. Les enquêteurs étaient d'ailleurs totalement abasourdis par son récit parce qu'avant ça, il faut savoir qu'ils avaient fouillé la maison de Melissa à 3 reprises. Ils n'avaient pas procédé à une fouille parce qu'ils avaient des doutes sur Melissa ou sa famille, c'était plutôt quelque chose de procédurier. Ils l'avaient fait à plusieurs reprises parce que c'était quand même la maison la plus proche de celle de Maddie. Mais en soi, les agents de police n'y avaient jamais rien trouvé et donc à aucun moment, ils s'étaient doutés ou avaient pu imaginer être passés à côté du corps de Maddie. D'ailleurs, il faut savoir que lors de ces fouilles, la police était rentrée dans la chambre de Joshua, mais ils n'avaient strictement rien remarqué. Oui, ils avaient senti cette mauvaise odeur, mais tout comme Melissa, la maman de Joshua, ils s'étaient dit que cette odeur venait des cages à oiseaux et à aucun moment ils ont pu penser que ça venait d'un corps en décomposition. Mais bon, cette fois, eh bien, les enquêteurs ont donc suivi Melissa jusqu'à la chambre de Josh et ils ont alors pu voir de leurs propres yeux l'horrible découverte. Suite à ça, quelques minutes plus tard, Joshua a été arrêté au sein même de son école. Il a ensuite avoué le meurtre quelques heures plus tard et a été accusé de meurtre au premier degré. Évidemment, très vite, la nouvelle a été relayée par les médias et bientôt, toute la ville a été mise au courant de qui était l'assassin de la petite Maddie. D'ailleurs, à ce moment-là, toutes les personnes qui connaissaient Joshua ont réellement été sous le choc. Comme je vous l'ai dit, c'était un garçon très apprécié que la plupart des gens trouvaient calme et sympathique. Personne en fait l'aurait cru capable de faire une chose pareille. Sinon, si vous vous demandez, lorsque Joshua a été interrogé par la police, on lui a demandé ce qu'il avait ressenti la semaine après le meurtre, au moment où tout le monde recherchait Maddie, et voilà ce qu'il a déclaré. Je me mettais dans un monde imaginaire où rien ne s'était passé. C'était mon mécanisme de défense pour tout quand j'étais enfant. Je n'ai jamais pris la décision de l'ignorer, je l'ai juste fait. Au niveau de l'enquête, les agents de police ont vite fouillé l'entièreté de sa chambre et ils feront alors la découverte d'une chaussure tachée de sang dans son placard ainsi que des éclaboussures de sang sur le plafond. Par contre, ils trouveront également des produits de nettoyage, du désodorisant et de l'encens dans sa chambre, ce qui laisse penser que Joshua avait probablement remarqué la mauvaise odeur et qu'il tentait de la cacher à ses parents. De plus, le couteau utilisé pour le crime se trouvait derrière sa télévision et juste devant son lit se trouvait une affiche avec la photo de Maddie, la même que celle utilisée lors des recherches. Ça veut donc dire que Josh avait gardé l'une des photos de sa victime pour lui, ce qui est quand même un petit peu glaçant et un petit peu bizarre. En fait, avec la découverte de cette photo, on se demande si il n'y avait pas plus, parce que clairement, le fait de garder comme un souvenir de sa victime,
C'est quand même un comportement qu'on peut retrouver chez des tueurs en série par exemple. Mais ce n'est pas tout parce que les policiers vont également trouver dans sa chambre une photo de Jessica Clifton qui était la sœur aînée de Maddie. Donc là, petit à petit, il y a quand même quelque chose d'autre qui se dessine et on peut commencer à douter qu'il s'agissait réellement d'un accident. Surtout que cette photo de la sœur de Maddie qu'on a retrouvée dans la chambre de Joshua, elle est assez particulière parce qu'en fait, avant ça, elle se trouvait au domicile de Maddie et sa famille, mais quelques années auparavant, ils avaient été cambriolés. Et à cette époque, lors du cambriolage, les parents de Maddie avaient rapporté à la police qu'une photo de Jessica avait été volée. Donc voilà, le fait que cette photo en particulier ait été retrouvée dans la chambre de Joshua laisse penser que c'était lui, quelques années auparavant, qui avait cambriolé la maison de ses voisins. Et le fait qu'il ait pris la photo de Jessica laisse penser qu'il pouvait peut-être avoir une attirance envers elle ou même envers les deux filles de la famille. D'ailleurs, rappelez-vous, mais je vous avais dit que le pantalon de Maddie avait été enlevé lorsque Joshua s'en était pris à elle. Selon les aveux de Joshua, le pantalon se serait enlevé tout seul, mais je me dis que peut-être il l'avait enlevé lui-même et l'avait attouché sexuellement. Ça reste une possibilité, bien que Joshua n'ait jamais rien avoué, mais je me dis que les filles de cette maison étaient peut-être pour lui une sorte de fantasme. Par contre, même si effectivement c'était lui qui avait enlevé le pantalon de Maddie, on sait qu'il ne l'a pas agressée sexuellement parce que l'autopsie n'a révélé aucune trace d'agression. Au final, le procès de Joshua s'est ouvert le 6 juillet 1999 et a été très médiatisé, bien qu'il n'ait duré que 2 jours. Le juge avait d'ailleurs déterminé auparavant que Josh serait jugé comme un adulte, bien qu'au moment où il avait commis le meurtre, il n'avait que 14 ans. En tout cas, lors de ce procès, quelque chose qui a énormément ému le public, c'est le témoignage des parents de Maddie, Steve et Sheila Clifton, qui avaient tenu à rendre un dernier hommage à leur petite fille. Sinon, du côté de la défense de Josh, son avocat a tenu à ce qu'il ne parle pas du tout lors de son procès. La mère de Josh n'était vraiment pas d'accord, elle tenait à ce que son fils puisse prendre la parole, mais au final, le père de Josh l'a finalement convaincu de se fier à leur avocat. Mais bon, je pense qu'on peut dire que l'avocat a fait un travail assez médiocre. Effectivement, Josh est l'assassin, effectivement, il méritait une peine lourde, mais malgré tout, il méritait d'être défendu comme n'importe qui, et son avocat ne l'a presque pas défendu. Pour vous dire, il n'a même pas fait venir de témoins à la barre. En fait, il a simplement plaidé le fait qu'il s'agissait d'un acte qui a commencé comme un accident et s'était détérioré à cause d'une panique qui frôlait la folie. La seule chose que l'avocat a fait pour essayer de prouver quelque chose, c'est que lors du tribunal, il a montré des scanners qui avaient été faits à Joshua dans le but de prouver sa folie. Ces scanners démontraient que Joshua avait des lésions sur le lobe frontal, lésions qui pouvaient être associées à des crises de panique et à des troubles du jugement. Mais bon, au final, le juge a décidé que cette preuve serait irrecevable. Du côté de l'accusation, les avocats ont tenté de démontrer que Joshua avait pu tuer Maddie pour assouvir l'un de ses fantasmes. Ils ont même emmené la preuve que Joshua avait regardé des films à caractère pornographique avant le meurtre, mais là encore, le juge a décidé que cette preuve était irrecevable. Par la suite, au bout de seulement 2 jours de procès, les jurés avaient délibéré pendant un peu plus de 2 heures avant de déclarer Joshua Phillips coupable du meurtre au premier degré de Maddie, âgée de seulement 8 ans. Le 26 août, le juge l'a alors condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Vu qu'il n'avait que 16 ans à ce moment-là, il a pu justement échapper à la peine de mort. Alors, aux dernières nouvelles, Joshua se trouve toujours en prison et est emprisonné à l'établissement correctionnel de Cross City en Floride. Il a fait appel à plusieurs reprises à sa condamnation, a demandé plusieurs fois à ce que sa peine soit revue, mais en tout cas pour le moment, sa condamnation de prison à vie reste inchangée. J'ai pu voir pas mal de photos de Joshua à présent face aux tribunaux qui essayent de plaider pour que sa peine soit revue. Et c'est vrai que maintenant, il a le droit de parler et pendant ses plaidoiries, il a dit à plusieurs reprises qu'il regrettait énormément ce qu'il avait fait à Maddie. Personnellement, je ne sais pas si la prison à vie est le plus adapté. Il avait effectivement que 14 ans au moment des faits. À voir, je me dis que s'il a un bon suivi psychiatrique, psychologique et qu'il a réellement l'air de se rendre compte de ce qu'il a fait, pourquoi pas tenter
des sorties. Moi, je pense que vous l'avez compris, mais j'aime croire aux deuxièmes chances. J'aime croire que les gens peuvent se racheter et je me dis que peut-être dans son cas, c'est ce qu'il essaye de faire. Mais d'un autre côté, évidemment, il ne faut pas oublier que Maddie, elle, est décédée et qu'elle n'a pas eu de deuxième chance. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette histoire, ce que vous pensez de cette condamnation, de cette prison à perpétuité. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!